Oui, ok, merci beaucoup. Alors, bon, on a l'honneur de commencer le jeu de parole à deux. Merci beaucoup pour cette occasion de présenter le réseau DIV. C'est un GDR, un groupement de recherche CNRS, qui est financé par l'INE et qui a été créé en 2018. Alors, moi, je suis chercheur au CNRS et François aussi, donc dans deux disciplines différentes. Alors, je vais passer. Voilà. Donc, ce GDR, en fait, est le fruit d'une expérience précédente qui avait permis une rencontre entre les SHS, l'écologie, les statistiques, autour d'un projet de synthèse NetSeed. Voilà. Donc, qui avait été financé par le César et qui avait mené à deux constats. L'un, que les échanges de semences dans les agrosystèmes représentaient un objet de réseau complexe et qu'il s'avérait émerger une demande méthodologique forte et similaire à celle qu'utilisent les écologues pour analyser les réseaux en écologie. Donc finalement, cette première expérience d'un vivier interdisciplinaire a permis un cheminement vers la construction d'une sémantique, d'un vocabulaire commun et des références communes, et a abouti à la création de deux types de réseaux. Donc le premier, MIRES, qui a été d'abord financé dans le cadre du réseau national système complexe, puis par l'INRAE, et qui, lui, a fait un focus sur les problèmes méthodologiques en statistique et en modélisation. Et puis, la création de ce GDR qu'on va vous présenter, qui permet des échanges dans les deux directions, c'est-à-dire entre méthodes, constitution de jeux de données et analyse. Alors, je ne sais pas comment, voilà. Donc, les objectifs de ce GDR, Réseau DIV, étaient de fédérer une communauté interdisciplinaire, donc regroupant des sciences humaines et sociales, des mathématiques et des sciences de la vie autour de cette thématique transversale qui est l'étude des réseaux de circulation d'objets biologiques. Alors, on s'est intéressé d'abord aux semences dans la suite de la première expérience NetSeed, et on a ouvert un atelier sur les animaux domestiques qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui, ce qui est dommage. Moi, j'avais prévu des diapositives, mais ça a été vraiment trop long. Donc, la prochaine fois, on vous présentera les travaux sur les troupeaux. Donc, l'étude de ces réseaux de circulation d'objets biologiques et des savoirs qui leur sont associés au sein des sociétés agraires pour comprendre les impacts sur les dynamiques de l'agrobiodiversité. Donc, l'enjeu, c'est bien de croiser des concepts, des questions, de construire collectivement des nouvelles questions interdisciplinaires, croiser des approches et des outils méthodologiques qui sont apportés par chacune de ces disciplines. Voilà, donc pour étudier des objets empiriques communs à partir desquels sont analysées la structure des relations entre les individus au sein des groupes sociaux, et puis d'autre part l'impact de ces réseaux sociaux qu'ils composent donc, sur la dynamique de la diversité biologique des espèces concernées. Alors pourquoi s'intéresser aux réseaux de circulation sur ces objets biologiques? Bon, d'abord, c'était pour travailler sur la question des valeurs, quelles sont les valeurs qu'on accorde à l'agrobiodiversité, mais c'est surtout suite au constat de l'importance du réseau dans la conservation de l'agrobiodiversité, avec le constat d'une diversité de modes de circulation qui interroge les propriétés structurantes du réseau et qui interroge les questions du maintien de la diversité biologique. Donc finalement, on a différents modèles sociaux et biologiques, donc plantes et animaux, et qui posent des questions théoriques et méthodologiques. Le GDR a pour objectif de faire dialoguer ces deux grands types de questions et de favoriser des allers-retours entre des questionnements thématiques, des questions méthodologiques et qui reviennent après sur des questionnements
thématiques. Alors, on insiste également donc, sur la diversité disciplinaire et sur l'observation empirique. Hein. On est vraiment tous des chercheurs empiriques et on se pose des questions de méthodologie pour favoriser les comparaisons et dégager des propriétés génériques des systèmes qu'on étudie. Donc, deux grands types de questions. Des questions avec bon, des importances disciplinaires contrastées, je dirais, des questions qui sont à la croisée des domaines des sciences humaines et sociales, des sciences agronomiques et génétiques, donc pour appréhender la diversité du gène, variété, espèces jusqu'aux écosystèmes, et d'un autre côté, des questions propres aux mathématiciens et à la statistique et à la modélisation. Donc, on a essayé d'appliquer la méthode de réseau, d'analyse de réseau à notre propre réseau. Et on a fait un travail au début du GDR, donc en 2018, pour savoir comment nous, on se structure et comment nous, on appréhende ces questions interdisciplinaires. Donc, on a rempli des fiches d'information pour essayer d'analyser cette complémentarité entre disciplines, savoir qui travaille avec qui et sur quelles questions, et puis à quoi pouvait servir le GDR. Donc voilà, 2018, le panorama du GDR à sa création. Vous voyez un panel disciplinaire large entre agroécologie, anthropologie. Alors là, c'est la définition des disciplines par les chercheurs eux-mêmes. Hein. On n'a pas essayé de les faire rentrer dans les disciplines académiques. Donc, les chercheurs se sont dit de la discipline de l'agroécologie, l'anthropologie, vous voyez, éthologie, génétique des populations, géographie, socio-économie, statistique. Et on a demandé à chacun de définir une deuxième discipline. Et vous voyez que déjà, au départ, chaque chercheur avait plusieurs casquettes et s'intéressait déjà à des domaines disciplinaires différents. On s'est interrogé sur qu'est-ce qui nous intéresse en tant que chercheur et à quel objet circulant on s'intéresse. Et vous voyez que tout le monde ne s'intéressait pas à la même chose au même niveau. Donc, certains donc aux animaux, d'autres au matériel vivant, que ce soit plantes ou animaux, mais d'autres au savoir et connaissances et à l'association et au lien entre plantes, savoir et connaissances. Et la question de la fonction des réseaux se posait à la fois pour comprendre les dynamiques agroécologiques, mais surtout pour comprendre donc, des questions qui se posent en sciences humaines et sociales sur l'organisation sociale, l'histoire et les réseaux. Et assez peu, vous le voyez, 3 au départ, mais l'équipe s'est étoffée à la suite, s'intéressait plus spécifiquement à la compréhension de la dynamique des réseaux, donc des structures, de la comparaison entre réseaux et de leur évolution. Bon, là, simplement pour illustrer la diversité des terrains, donc il n'a pas été choisi de se concentrer tout sur un seul terrain pour concentrer toutes les expériences, mais de partir des jeux de données existants pour essayer d'envisager des comparaisons et des nouveaux questionnements et des nouvelles méthodologies. Alors, vous voyez le réseau des copublications à l'origine du GDR. Donc, on avait déjà une équipe qui était bien connectée, je vais dire. On n'avait pas, comme on aurait pu s'attendre, des groupes de plutôt sciences humaines qui avaient beaucoup travaillé ensemble et puis des sciences de la nature ou des mathématiques qui auraient beaucoup travaillé ensemble. On avait déjà une expérience de copublication importante. On a appliqué aussi des indicateurs à nos propres publications et vous voyez une hétérophilie très, très grande dans les publications, c'est-à-dire que déjà au départ, les SHS publiaient avec des sciences de la nature et des spécialistes de statistiques.
Alors, on a choisi de vous présenter deux exemples. On va essayer de ne pas prendre trop de temps et je vais donner la parole à François pour parler des inventaires. Merci Christine. Alors, le premier exemple dont on voulait vous parler, c'était un exemple qui est sur les inventaires des plantes cultivées et qui a émergé assez naturellement quand on a constitué le groupe au départ, le groupe le GDR. Alors, l'idée de ce travail sur les inventaires de plantes cultivées, c'est en fait de partir du constat qu'un inventaire, c'est-à-dire qui cultive quoi, ça revient en fait à regarder, à s'intéresser à un réseau, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, c'est un réseau bipartite, c'est-à-dire avec juste deux niveaux. Donc ici, ça peut être les foyers, les agriculteurs qui sont un niveau, et puis les espèces, les variétés, les cultivars, même voire juste les variantes génétiques qui seraient le niveau en dessous. Et on a commencé à s'intéresser à ça en fait en reprenant des données qui avaient été publiées par Debra Jarvis et une équipe de collaborateurs. Et on a commencé à essayer de réfléchir à des méthodes pour réanalyser ce genre de données d'une manière qui permettent de faire sortir plus d'informations. Alors le jeu de données en question, là, c'est juste pour vous présenter d'où ça vient. Donc ce jeu de données, c'est une sorte de méta-analyse, si on veut, d'inventaire. Alors, soit d'espèces cultivées par des agriculteurs ou des foyers différents, soit de variétés au sein d'une même espèce cultivée par des agriculteurs différents. Et donc, c'est sur le monde entier, hein, parce que vous pouvez voir la carte là, à droite. Et donc la cible, enfin, ce que le papier de Jarvis et al. voulait indiquer, c'était surtout qu'il y avait des différences dans la richesse et dans l'équitabilité des cultures entre agriculteurs si on s'intéressait à toutes ces données. Donc, ils ont bien fait leur travail, mais nous, on a voulu aller un peu plus loin. Donc, on a réanalysé ce genre de données et on a essayé de s'intéresser à plusieurs points qui n'étaient pas très présents dans l'analyse de Jarvis et al., notamment la variabilité inter-agriculteurs et inter-plantes, la détection des structures, donc notamment ce qu'on appelle en clustering, c'est-à-dire trouver des communautés de choses qui font à peu près pareil. Donc, grâce à un modèle que je vais vous présenter juste après, qui s'appelle le modèle à blocs latents, et qui a été développé en grande partie par nos collaborateurs statisticiens qui font partie du GDR. Détection de ce qu'on appelle les outliers, donc les éléments un peu extrêmes, et la contribution individuelle des agriculteurs à la diversité. Donc là, pour la suite, je vais surtout vous présenter ce qu'on a trouvé sur la structure, parce que c'est assez intéressant et c'est très novateur. Enfin, bon, ça date d'un papier qu'on a publié en 2015 avec Mathieu Thomas et d'autres collaborateurs. Mais donc, l'idée, c'était de mieux comprendre les données d'inventaire et de permettre des comparaisons, toutes choses égales par ailleurs, entre inventaires, ce que ne permettait pas, a priori, la manière de faire qu'avait appliqué Jarvis et ses collaborateurs. Donc, juste pour vous expliquer en quelques mots, parce que en plus, ça va servir ensuite à Christine pour la suite. Donc, les modèles à blocs latents. Donc là, sur votre gauche, là, vous avez un réseau virtuel donc, qui a été créé qui a été fait avec un petit programme et où on verrait, mettons, des plantes en abscisse et des agriculteurs en ordonnée. En fait, quand on regarde ce réseau de cette manière-là, c'est-à-dire si vous avez un point noir, si vous avez une connexion entre l'agriculteur et la plante, donc l'agriculteur cultive la plante, on ne comprend pas grand-chose. Et les modèles à blocs latents, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire des groupes à la fois d'agriculteurs et des groupes de plantes, de telle sorte qu'on ait la probabilité la plus homogène possible d'avoir une connexion au sein de chacun des blocs qui est défini par le croisement des groupes. D'accord. Donc là, par exemple, dans l'exemple ici, vous avez du coup 3 groupes de plantes et 2 groupes d'agriculteurs. Et vous avez des endroits qui sont denses en connexion et d'autres qui le sont moins. Et tout ça émerge de l'utilisation de ce modèle statistique qui s'appelle les blocs latents. Donc ça, c'est pour vous montrer sur un exemple complètement virtuel, à gauche. Et à droite, en fait, c'est ce qu'on a obtenu en appliquant cette méthode sur une partie des jeux de données de Jarvis et al. En l'occurrence, là, c'est sur les réseaux qui sont sur des land races, donc des variétés locales de la même espèce et qui sont cultivées dans des fermes différentes, mais sur un même site. Donc chaque réseau, là, chaque matrice est un village ou un site.
Et donc, on a appliqué cette méthode en masse à tous ces jeux de données et on a trouvé parfois des blocs et parfois c'était tellement homogène que la méthode ne trouvait aucun bloc. Voilà, donc ça nous a permis en tout cas d'analyser ces données d'une manière qui était assez originale. Et puis donc, de fait, comme on s'est aperçu que cette méthode valait vraiment la peine d'être poursuivie, on a continué, et donc notamment au sein d'un projet qui s'appelle COEX, qui est mené par Mathieu Thomas, le projet est un peu sur sa fin, mais qui a été financé en grande partie par le CIRAD, et qui est une comparaison d'inventaire en Afrique. Et donc là, c'est sur des données qui existaient déjà, mais qui ont été qui existaient au sein du consortium et qui ont été comparées dans COEX. Et donc ici, vous pouvez voir sur la carte les sites sur lesquels ont été prises les données. Et puis la matrice qui est à droite, là, en fait, c'est notre modèle à bloc latent qu'on a réussi à faire sur toutes les données. Et en fait, ce qu'on voit, quand on la regarde vraiment en détail, alors il y a vraiment beaucoup trop de données pour que je vous fasse ce détail là aujourd'hui, mais c'est qu'il y a une partie de ces blocs qui proviennent d'inventaires qui ont été faits par les mêmes personnes. En gros, la même mission d'inventaire ont tendance à se mettre ensemble, mais pas systématiquement. Et donc, ces inventaires, les clusters qu'on obtient, ils sont pas mal menés par des plantes communes qui sont cultivées dans plusieurs régions qui ont été inventoriées indépendamment. Donc, on a refait ça aussi en enlevant les plantes communes, etc. On a à peu près essayé tout ce qui était possible pour essayer de travailler les jeux de données jusqu'au fond. Et donc, par exemple, avec certains jeux de données, on a aussi non pas juste des présences-absences des différentes cultures, mais on a des comptages, donc le nombre d'agriculteurs qui vraiment cultivent telle et telle espèce. Et là, du coup, ça peut donner des réseaux encore plus, avec des clusters encore plus différents, avec des nombres de clusters qui peuvent monter jusqu'à 17 ici. Donc, on s'est pas mal amusé avec ce jeu de données et on a développé un certain nombre de méthodes. Donc, on a encore développé celles qu'on avait produites avant, qui nous permettent d'analyser ce jeu de données et d'en sortir encore plus de choses. Alors, c'est quelque chose qui se continue parce que COEX, c'est un projet qui est donc sur la fin, mais qui est encore en train de se faire. Et il y a eu notamment des nouvelles données qui ont été produites, notamment là, par exemple, sur le sorgho, où on a récupéré des données sur toute une grande partie de l'Afrique occidentale, sur la culture du sorgho et quel cultivar de sorgho. Et puis, sinon, sur le poids de terre, par exemple, et là, on voit que, par exemple, le nombre donc là, ce que vous voyez sur la carte ici, c'est que l'hétérogénéité de culture du poids de terre est plus grande que celle du sorgho sur cette région. Je vais repasser la parole à Christine Poitier. Merci. Et je vais revenir à celle d'avant. Voilà. Pour préciser que ce travail d'Atlas a été fait sur une trentaine d'espèces. Et l'intérêt du travail précédent que François vous a présenté, c'était d'essayer de réfléchir à des indicateurs à collecter sur le terrain pour rendre ces données comparables entre elles, d'une part, et avec les inventaires précédents, d'autre part, dans l'objectif de faire un monitoring, comme on dit maintenant, donc une baseline d'informations pour pouvoir continuer ces observations futures et documenter de façon un peu plus fine que ce qu'on fait de manière générale dans les grands discours pour expliquer l'érosion de l'agrobiodiversité, de pouvoir la quantifier et la localiser et l'adapter précisément. Alors, je reviens aussi sur cette diapositive pour vous attirer votre attention sur le petit tableau en haut à gauche qui porte sur les sources d'approvisionnement, puisque c'est le deuxième exemple que je vais vous présenter. Et pour vous préciser que cette base de données, elle comporte une trentaine d'indicateurs sur lesquels il est possible de travailler. Et souvent, on les travaille de façon binomiale, c'est-à-dire qu'on prend un indicateur et on essaye de l'analyser. Donc ici, vous voyez les sources d'approvisionnement, donc avec pour le sorgho, essentiellement des semences autoproduites. Donc, ce sont des variétés populations qui sont autoproduites dans les champs. Et pour les pois de terre, par exemple, une proportion d'autoproduction beaucoup moins importante en fonction des pays et en fonction de la place du marché. Donc finalement, on vous a parlé de systèmes complexes. Tous les inventaires, il y a deux
variables, hein, sur 3 variables si on rajoute les montages. Et là, une autre partie du travail s'est concentrée sur les liens entre ces foyers, ces ménages, les sources d'approvisionnement et les espèces ou variétés qu'ils produisent. L'idée étant de comprendre en fait les évolutions de l'agrobiodiversité en fonction de l'encadrement agricole et des politiques agricoles contrastées entre les pays et d'étudier ces réseaux d'échange de semences au-delà des réseaux de parentèle, d'amitié et de voisinage qui ont déjà été beaucoup étudiés par ailleurs et de montrer en fait l'importance de ces nouvelles sources d'approvisionnement qui sont soit le marché, soit les distributeurs de produits phytosanitaires ou tout simplement les marchés. Avec, vous le voyez en fond de plan, bien sûr, des enjeux de résilience face aux changements globaux et donc des enjeux sociétaux, climatiques, en cours en Afrique de l'Ouest. Alors là, on vous a présenté des travaux sur l'Afrique de l'Ouest, mais il y en a sur d'autres continents également. Ce travail que je vais vous présenter rapidement nécessite un changement d'échelle. Ici, je vous présente les travaux de Vanessa Labéry et Nefatou au Sénégal, qui ont porté sur deux villages, enfin 2 zones en fait, de l'ancien bassin arachidier. C'est intéressant de travailler dans cette région-là puisque ça a été un laboratoire d'introduction de variétés nouvelles issues de la recherche depuis les années 1920. Donc, ça permet de pouvoir faire un historique des innovations. Et une partie du travail interdisciplinaire a porté sur l'établissement de typologie et donc de s'entendre sur la façon dont on classe ces variétés. Donc, ce sont des variétés population qui sont soit paysannes, soit, vous voyez, on a fait 2 catégories, recherche moins de 5 ans et recherche plus de 5 ans, avec ce constat que des variétés introduites depuis plus de 5 ans, en fait, se remobilisent et se mélangent avec des variétés locales, donc on ne peut plus les appeler issues de la recherche, comme le faisaient les collègues agronomes de façon classique. Et puis aussi la prise en compte des typologies vernaculaires, donc des classifications qui sont faites dans les langues contrastées et en fonction de connaissances plus ou moins grandes. Et de l'autre côté, donc cette typologie des sources d'approvisionnement pour essayer d'aller au-delà de ce qui se fait de façon classique et en particulier de prendre en compte un phénomène nouveau qui est la monétarisation des échanges interpersonnels. C'est-à-dire que quand on va demander des variétés, des semences, de plus en plus, on demande à ce qu'il y ait une contrepartie numéraire, ce qui ne change pas forcément le système, le réseau en lui-même. Donc, je vais aller assez vite sur les résultats au niveau de la diversité spécifique. Donc, vous voyez des contrastes assez attendus en fonction des villages et des potentialités locales de production. Une diversité de modes d'approvisionnement en semences, donc avec cette catégorie d'héritage, donc de variétés autoproduites dans les champs majoritaires dans la plupart des villages, sauf dans un des villages qui est un village de migration récente, donc avec un apport de semences nouvelles. Et puis, je vous le disais, une importance de plus en plus grande de ces échanges interpersonnels monétarisés et finalement un très faible impact des nouvelles sources d'approvisionnement pour cette situation d'agriculture familiale sénégalaise. Bon, alors des réseaux d'approvisionnement qui changent évidemment entre filières et par espèce. Et donc, une innovation, un test qu'on a fait dans le cadre du GDR Réseau-DIF qui était de prendre en charge ces réseaux tripartites, donc d'essayer de refaire ces
cette modélisation LBM en prenant en compte à la fois les variétés, donc vous voyez qu'elles sont en ligne, ce qu'on a appelé les motivations, c'est-à-dire les critères de choix de ces variétés. Ça, c'était la première variable. Et la deuxième variable qui était les sources d'approvisionnement. Alors, sur le graphique de gauche, vous voyez, on ne voit pas de structuration. Et c'est seulement quand on essaye de regrouper, de faire un premier travail de regroupement des variétés, qu'on arrive à avoir un réseau structuré, vous le voyez sur la droite, et qui permet de dégager en fait des liens entre certaines variétés, certaines motivations et certaines sources d'approvisionnement. Ce qui était très difficile à ressortir, vous le voyez avec le graphique de gauche. Donc, juste pour vous donner un exemple, donc la variété Thiosan, c'est une variété 2000 traditionnelle avec une très forte valeur patrimoniale qui est surtout utilisée pour l'alimentation et qu'on va privilégier, dont la source privilégiée est l'héritage. Et je peux vous commenter la source, la Suna 3, il me semble que c'est celle-ci, qui est une variété à fort usage alimentaire pour le bétail. Voilà, et qui, elle, est plutôt récupérée, donc les sources sont plutôt extérieures au village. Voilà, et juste une petite ouverture, donc ces travaux ont donné la motivation à Vanessa Labéry de monter un nouveau projet sur ces liens entre réseau de semences, information et diversité des cultures, avec un questionnement sur la résilience de ces agricultures familiales, et donc qui a obtenu un projet URC cette année, donc il commence maintenant. Donc on va conclure, je te laisse conclure. Merci. Donc pour conclure assez brièvement, parce que je pense qu'on a un peu dépassé, on vous a présenté surtout des résultats, disons, des résultats de recherche qu'on a menés dans le cadre du GDR. En plus de tout ça, le GDR, c'était des journées du GDR, donc on voit ici sur le tableau de gauche, c'est des journées thématiques en général. Quand on dit journée, c'est plutôt 2 jours. Pendant lesquels en fait on a à la fois invité des collègues à nous présenter des choses qu'on ne connaissait pas, des gens qui n'étaient pas forcément déjà inclus dans le GDR, et aussi les gens du GDR à présenter leurs résultats entre eux pour discuter. Donc, par exemple, diffusion de l'agrobiodiversité par des circuits formels et informels, comment appréhender les réseaux multiplex multiniveaux, effet de la géographie sur l'analyse des réseaux, etc. Donc on a eu, en fait, à chaque journée, on a eu une thématique un peu forte et qui était différente de la précédente. Une autre manière aussi de voir le GDR, c'est l'accompagnement des jeunes chercheurs. Donc là, c'est issu du listing de toutes les personnes qui sont sur la liste de diffusion du GDR. Et dedans, il y a des doctorants, des postdocs, des stagiaires. Donc il y a eu un certain nombre de doctorants et de stagiaires qui ont été associés à ce GDR jusqu'à maintenant et qui ont été, d'une certaine manière, qui ont profité des discussions qu'on a pu avoir. Par ailleurs, on a mis en place des formations sur les analyses de réseau, dont une à Dakar. Les 2 autres ont été à Paris et à Montpellier, si je ne m'abuse. Et donc, pour apprendre à des gens qui n'étaient pas très familiers de tout ce qu'on vient de vous raconter, là, sur par exemple les modèles à bloc latent, à les utiliser et à les comprendre, à les interpréter correctement. Et puis donc, le programme ERC dont vous a parlé Christine juste avant, là, c'est un projet de recherche qui est sorti du GDR, mais en fait, en tout, on a compté 10 projets de recherche qui ont fini par être financés et qui sont en lien avec ce qui a été fait dans le GDR. Et tout ça pour construire une interdisciplinarité autour de nouvelles questions de recherche sur les évolutions de l'agrobiodiversité. Donc, le mot de la fin, si on peut en avoir un, le réseau DIF, c'est un GDR qui permet de fédérer et de faire discuter des spécialistes de disciplines différentes autour d'un objet commun qui est l'agrobiodiversité. Donc, on vous a présenté surtout des semences, mais on travaille aussi sur les troupeaux. C'est l'émergence d'une communauté qui est réellement interdisciplinaire. Alors, on vous a parlé de disciplines différentes, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit une culture commune via des co-encadrements
des ateliers, des formations, des uns par les autres. Et en fin de compte, on finit par créer des gens qui sont vraiment interdisciplinaires, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas principalement à une discipline, mais qui se considèrent comme appartenant à au moins 2 disciplines. Et c'est une pépinière de projets de recherche aux interfaces entre les disciplines réalisées et représentées. Donc, merci pour votre attention, et si on a le temps, j'espère qu'on pourra avoir des questions. Quelques questions. Oui, Rémi Beau, je suis philosophe dans un laboratoire d'écologie, dans l'interdisciplinarité. J'avais une question sur le recueil des données et le travail sur le terrain. Parce que quand un anthropologue va sur le terrain, il ne regarde pas les mêmes choses, il n'a pas la même méthodologie qu'un écologue, par exemple. Est-ce que ça s'est fait assez facilement? Est-ce que vous avez fait du terrain par un collectif interdisciplinaire, ou est-ce que ça a été des recueils de données faits respectivement par des écologues, par des géographes, par des sociologues? Non, tu peux prendre. Oui, merci pour la question. On n'a pas développé cette partie-là, mais un des objectifs du GDR, c'était vraiment de capitaliser sur des jeux de données déjà existants pour essayer de comprendre et de voir comment on pouvait les analyser en propre et les mettre en regard les uns par rapport aux autres, parce que souvent, donc, quand un anthropologue va sur le terrain, on a des jeux de données très très vastes, mais sur des tout petits échantillons. Et donc, le deuxième objectif, c'était vraiment de réfléchir à l'échantillonnage et à comment penser un échantillonnage qui puisse être représentatif pour des analyses en statistique, parce que bon, quand on est anthropologue ou géographe, on fait des petits échantillons. Donc là, essayer de comprendre, de réfléchir à l'échantillonnage là-dessus. Il y a eu une thèse en statistique sur les méthodologies d'échantillonnage. Et après, un autre objectif du GDR, c'était d'aller constituer des nouveaux jeux de données qui étaient vraiment complètement conçus en interdisciplinarité. Bon, ça, on a été un petit peu arrêté par la pandémie Covid, mais c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre des projets qui se sont montés, en fait. Et donc, il y a une grosse réflexion en amont sur comment on constitue des jeux globaux. Voilà. Ouais, non, juste, il y a un jeu de données qui a été collecté avec déjà tous ces conseils souverains, c'est aussi de Charlotte Kobayashi de Charlotte aussi, qui est partie après, Charlotte Martinet, qui est linguiste et qui est partie en Mongolie après. Mais c'est pas tout à fait. Oui. C'était pour commencer l'analyse sur les réseaux animaux, donc on n'était pas encore tout à fait prêts. Non, on n'était pas complètement prêts, mais disons qu'elle a pas mal de Guillaume, donc moi je suis au collège des savantes et je viens de maître interdisciplinaire, je suis médicienne de départ, je travaille en méthodologie en médecine. Donc moi la question que j'ai, vous parlez de jeux de données, est-ce que vous utilisez des jeux de données qui sont issus de l'observation spatiale? Ça, c'était une question qu'on a voulu regarder dans une des réunions du GDR là, sur prendre en compte la géographie. Donc, c'est des choses qui arrivent en variable, en fait. Ce n'est pas le cœur de l'observation et des jeux de données qu'on est en train de constituer. C'est plus des informations sur la géographie, l'environnement, qui vont être rentrées dans le modèle. Oui, pour l'instant, vraiment, très précisément, on n'en a pas encore vraiment utilisé, à part des données de SIG vraiment bêtes. Qu'est-ce qu'on voit où en termes d'environnement, mais sinon, on ne peut pas aller très loin. Ça pourrait arriver. Moi, j'ai une question très directe. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée? S'il y en a une que vous devez retenir. On va faire dans l'actualité. Construire un réseau interdisciplinaire comme ça demande du temps.
Et ça ne se fait pas en 3 ans, ça ne se fait pas en 2 ans. Et si on est productif aujourd'hui, parce que bon, c'est vraiment un cercle vertueux en ce moment, hein, on se pose des questions, on les résout, ça pose des nouvelles questions, c'est parce que le réseau existait de façon informelle, où c'était la suite du CESAB au départ du GDR, et là on arrive à la fin du GDR, donc on doit être renouvelé là en janvier. C'est un enjeu, quoi. C'est qu'on a commencé beaucoup de choses et probablement qu'on aura les fruits dans les 5 prochaines années. Donc, on parle d'institutions. En fait, nous, notre réseau, c'est un réseau qui est très souple et je pense que ça fonctionne grâce à cette souplesse. Et il faut réussir à conserver des lieux comme ça où on peut interagir avec la liberté de le faire et des financements pour le faire. Voilà, le temps. Autrement dit, un temps long et des lieux interdisciplinaires. Un temps long, oui, et qui est pas très compliqué, hein, parce qu'après, on va chercher de l'argent dans des nouveaux projets. Enfin, c'est dans notre. Je pense qu'on dit sur la question de tout à l'heure, c'est est-ce que sur la description même de l'objet, parce que quand on construit une base de données ou des bases d'analyse, il faut que les critères soient compris des deux côtés. Ou lorsque l'on va sur le terrain, moi je sais quand on est historienne, quand je vais sur le terrain, sur la technique, et que j'ai avec moi un chimiste qui travaille dans la conservation, on ne voit pas le même regard, on ne voit pas la même chose et il n'analyse pas les objets comme moi. Donc on est nécessairement obligé de se parler pour après pouvoir travailler ensemble. Mais même en se parlant, en fait, on se rend compte que le vocabulaire que l'on utilise n'a pas le même sens. Oui. Donc voilà, est-ce que ça aussi pour vous, ça a été une vraie difficulté et comment vous l'avez surmonté si vous l'avez surmonté? Ça, c'était César, je te raconte. Ouais, mais ça, c'est une question qu'on s'est posée au tout début. C'est quand on a commencé le projet qui était avant tout ça, là, le projet Cézanne, on a eu des sessions mémorables de mise en place de sémantique commune et c'est sympa. Je suggère à toute personne qui ne l'a pas encore fait de le faire. C'est vraiment. Parfois, on s'arrache un peu les cheveux et puis parfois, on a un eureka de « mais c'est ça qu'il voulait dire ». Et ça continue, hein, parce qu'il y a des moments où on pense que tout le monde parle de la même chose et en fait, il y a les nouveaux qu'il faut, reformer et qu'il faut réussir à intégrer. Il ne faut pas être un dictionnaire bilingue. Mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, il faut le rentrer dans les raisonnements et c'est vraiment l'expérience commune qui fait que ça prend. Bon, l'aspect formation est évidemment